Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. L'épisode que vous allez écouter a été enregistré en partenariat avec l'ADCF, l'association de développement de la culture fourragère. Bonne écoute. Pour résoudre les enjeux liés à notre empreinte climatique, on entend souvent parler de la méthode ERC, éviter, réduire, compenser. Dans une logique d'évitement, on doit s'intéresser aux pertes et fuites d'énergie de nos systèmes, et dans ces fuites, il y a notamment les fuites de chaleur. En effet, certains bâtiments affichent des pertes de chaleur qui malheureusement sont souvent laissées pour compte. Heureusement, il existe des moyens de les récupérer, et ce de manière intelligente et au service de notre production. C'est exactement ce qui sera en question dans cet épisode, puisque nous allons discuter des récupérateurs de chaleur sous les cellules photovoltaïques pour les séchoirs de foin en grange. Et pour en discuter, je serai accompagné par Eliane Lemaître, conseillère en production animale chez ProConseil. Eliane, bonjour. Bonjour. Et également par Pierre Eby, collaborateur scientifique à Grangeneuve. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors avant de rentrer plus en détail dans le thème, j'ai une première question pour toi, Pierre. La récupération de chaleur, quel est l'enjeu? De quoi parle-t-on? Alors l'enjeu est d'économiser de l'énergie fondamentalement. Et puis le deuxième enjeu, c'est d'éviter de perdre la qualité fourragère, d'éviter de perdre les sucres qu'il y a dans le fourrage et les feuilles des légumineuses. C'est-à-dire qu'en gros, habituellement, quand on sèche du foin, on a tendance à perdre les feuilles qui sont sur les tiges. Alors le fait d'avoir une installation de séchage en grange permet de sécher un peu moins le foin au champ et donc de limiter les pertes par brisure au champ. Et le fait d'avoir un séchoir bien équipé permet d'économiser encore mieux ces feuilles, d'éviter ces pertes par brisure au champ. D'accord, c'est exactement de ça dont on va parler, puisqu'on va parler des récupérateurs de chaleur sous les cellules photovoltaïques. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle justement de ces capacités de séchage en fait? Alors les installations, le but de ces installations, c'est de récupérer la chaleur qu'il y a dessous les panneaux photovoltaïques qui émettent de la chaleur en produisant de l'électricité. Et donc on va essayer de récupérer cette chaleur qui est intéressante pour faire le séchage en grange. On a globalement, j'ai essayé de faire une estimation, environ 300 watts de puissance thermique par mètre carré de panneaux photovoltaïques. Donc on a pratiquement la même puissance sous forme de chaleur qu'on a de puissance sous forme électrique. Donc c'est un gain qu'il ne faut pas négliger, une énergie qu'il ne faut pas perdre. Par contre, évidemment, ça ne marche que quand il fait beau temps. Donc on a une bonne puissance quand il fait beau temps. Ça permet d'accélérer le séchage à ce moment-là. Oui. Après, il faut d'autres compléments de chauffage ou de déshumidification, mais en tout cas, par beau temps, ça permet d'économiser de l'énergie. On peut parler de combien de capacité de séchage en fait? Alors la capacité de séchage est accélérée quand il fait beau temps, de nouveau. On peut avoir des gains de 5, 10, 15 degrés d'échauffement de l'air qui va sécher le fourrage. 5 degrés, c'est un minimum. Si on a 7, 8 degrés, on peut doubler la capacité de séchage. Donc ça veut dire que le ventilateur tourne 2 fois moins longtemps pour sécher. Ou respectivement, si on est à 12, 15 degrés, on peut tripler les capacités de séchage. Donc là, de nouveau, on triple la quantité. L'air est capable d'évaporer 3 fois sa quantité d'eau par rapport à l'air ambiant. Donc là, est-ce qu'on a des chiffres à donner par rapport à justement cette capacité, enfin cette eau évaporée, un peu pour donner des grands chiffres, des ordres de grandeur? Alors, on n'a pas beaucoup de références par rapport à ces améliorations effectives. Les mesures qu'on fait actuellement sont de l'ordre de 0,3 kWh par litre d'eau évaporée. Juste pour donner un ordre de grandeur, ça représente à peu près 10 kWh par décitonne de foin qui est nécessaire pour faire tourner le ventilateur. Et si on compare cette consommation énergétique, on est avec un séchoir à air ambiant, donc il n'y a pas d'équipement particulier, on est 1,6 fois plus bas que ce séchoir avec, ou tourné autrement, un récupérateur de chaleur permet d'économiser 1,6 fois la consommation énergétique par rapport à un simple ventilateur qui aspire de l'air ambiant. Et là, est-ce qu'on n'a pas justement un double effet là-dessus, un effet bénéfice aussi par rapport au rendement électrique?
Et voilà, ça c'est l'autre gain, c'est qu'on a l'autre gain accessoire par rapport à ces récupérateurs sous panneaux photovoltaïques, c'est qu'on améliore, comme on rafraîchit les panneaux photovoltaïques, on améliore le rendement électrique des panneaux eux-mêmes. Et puis peut-être c'est important de préciser cet enjeu parce qu'on va se retrouver dans les années, décennies qui viennent à couvrir à peu près toutes les toitures agricoles. Et donc il y aura un grand besoin de ces bâtiments agricoles, ces grandes surfaces de toiture pour produire de l'électricité. Et donc il faut profiter de cette opportunité pour récupérer la chaleur qui est dessous. D'accord. Donc si je reprends globalement, on a un enjeu avec justement ces installations de panneaux qui vont être de plus en plus répandues. On a un thème qui parle d'une installation de bâtiment à mettre en place qui englobe plusieurs thématiques, donc l'économie énergétique, la réduction des pertes de chaleur. On voit aussi qu'on peut aller sur un sujet de l'amélioration de la qualité de séchage des foins. On a envie de dire c'est tout bénef, mais j'imagine qu'il y a des conditions qui sont nécessaires pour mettre en place ce genre d'installation, Eliane. Oui, effectivement. Alors fondamentalement, récupérer de la chaleur sous des panneaux photovoltaïques, c'est le même principe que récupérer de la chaleur sous une toiture, à savoir faire attention, contrôler les débits d'air par rapport à la surface du séchoir, éviter les pertes de pression, etc. Mais maintenant, il y a des particularités ou des points d'attention concernant les panneaux photovoltaïques spécifiquement. Notamment, quand on regarde les surfaces de panneaux, on dit qu'à l'optimal, il faudrait environ 5 fois la surface de la cellule pour que le potentiel soit exploré au mieux. Donc, si on prend par exemple une cellule qui fait 150 mètres carrés, on parle d'environ 700 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en moyenne. Donc, il y a vraiment ce rapport de grandeur entre la surface du panneau et ce qu'on doit mettre en place. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que s'il y a moins de surface que ça ne marchera pas, c'est juste que le gain thermique ne sera pas forcément le même, que voilà, il y a d'autres contraintes, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, c'est plus un optimum à viser. Aussi, au niveau du débit d'air qui doit être assuré pour le ventilateur, au niveau de la section d'aspiration, toujours sur une cellule qui fait à peu près 150 mètres carrés, on parle d'une section d'aspiration de 3 à 8 mètres carrés. Ça, c'est conditionné par la hauteur des rails des panneaux photovoltaïques qui sont en moyenne de 15 à 25 cm. Donc, c'est vraiment pas conventionnel pour une installation photovoltaïque sur des toitures. Donc, ça, c'est vraiment le point de vigilance et puis la chose qui peut poser problème aussi pour les installateurs de ces panneaux. Et est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance à avoir en tête ? Ouais, un autre point de vigilance, c'est assurer l'aération naturelle des panneaux photovoltaïques, notamment quand le ventilateur il tourne pas. C'est-à-dire que l'air qui est sous ces panneaux, il n'est pas tiré par le ventilateur et du coup il risque de stagner, de faire chauffer ces panneaux s'il n'y a pas d'aération qui se fait autrement. Ça peut être tout simplement ouvrir des portes du ventilateur ou voilà, faire en sorte que l'air il s'évacue sous ces panneaux autrement que par le ventilateur quand il tourne. D'accord. Donc si en plus de ça, j'imagine que s'il y a une surchauffe, il doit y avoir aussi une perte de rendement. Il y a des pertes de rendement des panneaux et tout ce qui s'ensuit. Pour continuer, il y a un autre point de vigilance aussi à avoir en tête. Oui, alors lorsqu'on a déjà un récupérateur de chaleur sous toiture, on a le bâtiment existant avec toute l'installation et qu'on veut y rajouter des panneaux, là, c'est pas toujours une bonne solution sans faire des calculs de dimensionnement, de simplement placer les panneaux sur la toiture, tout simplement parce que si on a un récupérateur de chaleur qui fonctionne très bien en tant que tel, quand on vient poser directement les panneaux sur la toiture, notamment sur du fibrociment qui ne permet pas la transmission de chaleur, notre récupérateur de chaleur sous toiture, il sert finalement presque quasiment à rien. Il n'y a quasiment pas de gain de température, ce qui n'est pas tout à fait le cas sur des tôles où finalement il y a un petit gain de température, mais ça ne sera jamais équivalent au fonctionnement standard de l'ancien récupérateur de chaleur. Donc on a vu un peu les points de vigilance à garder en tête. Maintenant, il y a plusieurs possibilités de montage. Alors j'imagine qu'il y a autant de possibilités qu'il y a de situations. Néanmoins, on peut quand même dresser 2 grandes catégories. Si on a des panneaux qui sont intégrés, comment ça fonctionne ? Alors un panneau intégré, c'est tout simplement le panneau photovoltaïque qui va remplacer, si on veut, la toiture. Et puis en dessous, on va pouvoir lui mettre une sous-toiture pour faire office de récupérateur de chaleur.
D'accord. Donc là, c'est vraiment, il est dans la toiture, il n'est pas posé par-dessus. Et puis là, en fait, quand on a un panneau intégré, la récupération, elle se fait en général au pignon comme un récupérateur de chaleur classique, si on veut. Par contre, peut-être un point de vigilance, c'est pas des installations qui se font très fréquemment, dans le sens où les installateurs ou certains installateurs ne veulent pas trop s'engager là-dedans pour des questions d'étanchéité des panneaux. Il peut y avoir des risques quand il pleut, etc. Pour assurer ça, D'accord. Donc au niveau de l'étanchéité, là, il y a plutôt des petits bémols qui sont mis, quoi. Exactement. Puis ça vient surtout des installateurs. C'est eux qui prennent cette décision-là, qui font ce choix-là. Il y a aussi peut-être autre chose au niveau des panneaux intégrés, au niveau des normes incendie, donc au niveau des cantons qui sont assez raccords là-dessus, on a les mêmes normes si on veut. Si on a une surface de photovoltaïque qui est supérieure à 1200 m², dans ce cas-là, il faut une sous-toiture qui n'ait pas de contribution au feu. Et dans ces cas-là, donc c'est fibrociment ou tôle. Et puis si les panneaux font moins de 1200 m², on peut simplement utiliser de l'OSB. Enfin, c'est une contribution admissible au feu. Et donc l'OSB est OK dans ces cas-là. Donc ça, c'est pour les panneaux qui sont intégrés. Pierre, dans le cas de panneaux qui sont sur toiture. Voilà, ça c'est l'autre cas et c'est probablement la majorité des cas où on va se retrouver avec les panneaux photovoltaïques qui sont installés sur la tôle ou sur le fibrociment directement. Alors là, on a plusieurs variantes. Il n'y a pas de solution clé en main et de solution standard. Il faut vraiment voir en fonction de la configuration du toit, en fonction de la largeur du toit qui permet ou pas l'aspiration de l'air pour avoir le débit du ventilateur. Les plus classiques, disons, ce qu'on retrouve, qui est presque la solution la plus simple, c'est de nouveau d'aspirer l'air en pignon. C'est-à-dire le pignon, c'est la façade, si on veut, la plus grande du bâtiment, la plus haute du bâtiment, celle où on voit le triangle de la toiture, si on veut imager. C'est en principe là où il y a les portes, les grandes portes d'entrée dans le bâtiment. C'est les deux bouts du bâtiment, les pignons. D'accord. Donc là, c'est une des variantes pour l'aspiration. Voilà, ça c'est la variante la plus, on va dire, qui serait la meilleure. Ça sous-entend de nouveau d'avoir, comme l'a dit Aliane, d'avoir des rails qui sont suffisamment hauts pour que l'aspiration d'air soit suffisante, que l'air ne circule pas trop vite. Et puis à ce moment-là, on fait un canal collecteur au centre de la toiture. Et là, c'est là qu'on doit bricoler, entre guillemets, du point de vue de la charpente. On doit monter un caisson collecteur qui est isolé avec une tôle. Donc on doit surbaisser en fait la toiture pour faire ce canal collecteur au centre de la toiture. Et ça, c'est des solutions tout à fait élégantes, relativement simples au point de vue technique, mais ça implique d'ouvrir la toiture, surbaisser la toiture pour faire ce canal collecteur au centre du toit. Après, ça c'est à mon avis la solution la plus faisable, la plus courante. Après, on a des autres variantes qui peuvent être aussi faites suivant la configuration de la toiture, suivant la largeur ou longueur de la toiture. Et là, on doit vraiment analyser au cas par cas. C'est soit l'aspiration au fait, donc on récupère l'air chaud au fait du toit et on fait un canal collecteur au bas du toit. Ouais. Et puis ce canal collecteur ensuite est dirigé vers le ventilateur. Soit on fait l'aspiration au bas du toit et on fait le canal de collecte de cet air chaud sous le faîte. Et ça, c'est délicat à faire parce qu'on est souvent dans des emplacements très petits. On n'a souvent pas assez de place pour que l'air puisse passer. C'est des grands débits d'air, un ventilateur. Et souvent, on n'a pas assez de place dans ces endroits-là. Donc, ce n'est pas une solution optimale, celle-ci. Et puis, la dernière piste qui peut être réalisée, c'est ce qu'on appelle la solution en fente. C'est-à-dire qu'on fait une fente dans le sens de la longueur de la toiture. On fait une fente dans la toiture qui fait peut-être 40-50 cm de large. On ouvre la toiture sur à peu près toute la longueur et l'air est ensuite aspiré sous les panneaux photovoltaïques depuis le faîte, depuis le bas du toit, depuis les pignons. Et puis on a une aspiration qui est ensuite collectée sous un collecteur qui se trouve sous la toiture.
Ça, c'est un peu plus complexe. Par contre, c'est très simple une fois que c'est en place, parce qu'on a une aération naturelle de la toiture qui ne demande aucun autre aménagement. Et ça, c'est une solution qui ont été montées dans certaines constructions et qui sont assez efficaces, assez autonomes. Donc on ressent un peu tes préférences pour certaines configurations plutôt que d'autres. Eliane, elle avait évoqué si on avait des panneaux intégrés, des problèmes d'étanchéité. Est-ce que là aussi, si on est dans le cadre de panneaux sur toiture, donc avec toutes les configurations qu'on peut aussi avoir là-dedans, est-ce qu'on peut aussi avoir des problèmes liés à l'étanchéité? Alors là, les problèmes d'étanchéité sont beaucoup plus faibles. C'est des problèmes, en fait, c'est surtout au niveau des canaux collecteurs, qui soient au fait, au bas du toit, en fente ou dans ce canal collecteur entre deux lamellés collés. Donc là, on peut avoir plusieurs endroits où on a cette fragilité, mais c'est des solutions qui se trouvent. Il faut que le charpentier, quand il y a un projet qui est en place, il faut que le charpentier soit avec et on trouve toujours des solutions. Donc voilà, à chaque problème, sa solution. Voilà. Et en particulier sur ce sujet d'étanchéité, dans les panneaux sur toiture existante, ça, on a des solutions qui sont tout à fait élégantes. Donc, pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. On parle d'installation, on a entendu des mots plus relatifs au BDP qu'autre chose. Ça a des coûts, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les coûts de ce type d'installation ? Alors les coûts, ouais, c'est un sujet important, mais même si on ne les connaît pas vraiment, on a relativement peu de retours de construction sur les coûts réels, combien ça a coûté, parce qu'il y a parfois du travail de l'exploitant, il y a parfois des travaux qui sont faits en économie d'autres travaux, et du coup c'est difficile à chiffrer. On peut estimer qu'on est dans des canaux qui coûtent, ou de la récupération qui coûte de l'ordre de 20 000 francs, 30 000 francs. Ça peut aller au-delà, mais disons au-delà, il faudrait faire vraiment une bonne réflexion là-dessus. Ce qui coûte cher, c'est la hauteur des rails, qui est inhabituelle pour des panneaux photovoltaïques. Alors qu'en situation classique, on a peut-être 4-5 cm de hauteur entre le panneau et la toiture. Là, on est dans des situations à 15, 18, 20, 22 cm de hauteur. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes types de rails. Et ça, c'est un des coûts supplémentaires qui est relativement important. Et parfois, de changer de 4 cm de hauteur un rail peut presque doubler le coût des rails. Donc, c'est relativement important. Donc, on a une variabilité des coûts, finalement, qui peut être importante. Et là, il faut justement parfois modifier le dispositif d'aspiration d'air, parce que parfois, effectivement, c'est plus simple d'aspirer l'air en pignon, mais parfois, si les rails sont trop hauts, on a meilleur temps d'aspirer l'air au fait. Parce qu'on a l'onde naturelle des tôles qui permet de jouer avec cette hauteur d'aspiration. Donc là, chaque cas, il faut qu'on l'analyse. Il y a presque chaque fois une solution, mais chaque cas est un peu différent. Donc on vient parler des coûts. Alors, voilà, c'est parce que c'est un sujet qui est toujours important aussi de savoir à peu près combien vont coûter ces installations. Néanmoins, on a parlé de beaucoup de services que peuvent rendre ces installations. Au niveau des bénéfices, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Parce que c'est aussi ça, on met des choses en place pour avoir un retour. Alors le retour principal, un des deux retours, c'est l'aspect énergétique. On a une économie, comme on l'a dit au départ, d'1,6 fois la consommation énergétique par rapport à un ventilateur à air ambiant. Donc ça, c'est le premier axe. Si on voit le prix de l'énergie, le prix de l'électricité de ces derniers mois, on voit bien que l'enjeu est relativement important. On est à plus de 20 centimes le kilowattheure, donc chaque kilowattheure va compter. Et là, cette économie d'énergie, elle est relativement importante. Avec des petites simulations, on peut amortir une installation de ce type-là en 10, 12 ans d'économie d'électricité. Donc finalement, on a évité les pertes, on a réduit les problèmes de rendement et maintenant, aussi, on peut s'intéresser à la question de la qualité du fourrage séché. Voilà, l'objectif, alors là, celui-ci, il est difficile à chiffrer, l'intérêt. Par contre, c'est clair que quand on peut sécher plus vite, on a un fourrage qui se dégrade moins sur le séchoir. C'est notamment le cas de ces mini-fermentations, d'augmentation de température, parce qu'on a des foins qui sèchent sur plusieurs jours. Et donc, ça, c'est des éléments qu'il faut éviter. Et un bon équipement de séchoir en grange avec un super récupérateur, ça permet de raccourcir ce temps de séchage. L'objectif, c'est de sécher du foin en 3-4 jours. Et si ça permet, avec une installation de ce type, de récupérer 2-3 jours de ventilation, c'est du bénéfice par rapport au sucre, par rapport aux protéines. Très bien. Donc, du multiservice, en fait. Multiservice.
Quand on parle d'énergie, de réduction, de perte, d'amélioration, de rendement énergétique, on imagine bien qu'il peut aussi y avoir peut-être des soutiens au niveau des plans climat des cantons. On en est où aussi dans cette histoire ? Alors, autant la récupération de chaleur est vieille, hein, ça fait plus de 30 ans que le mécanisme existe, mais les cantons s'intéressent quand même à cette démarche qui est super créatrice de sources d'énergie ou d'éviter des gaspillages. Dans ce cadre-là, le plan climat du canton de Fribourg soutient les installations, les nouvelles installations de récupération de chaleur sous toiture ou sous photovoltaïque de l'ordre de 5 000 francs par projet. D'accord. Et au niveau du canton de Vaud ? Et puis sur le canton de Vaud, alors c'est encore en discussion. Il y a certains aspects qui sont étudiés, notamment dans le nouveau crédit cadre AF qui va être validé au courant de cette année. Donc on en saura plus en fin 2023. Donc on vous tiendra au courant des avancées sur cette discussion. Et puis peut-être un dernier point, si vous avez un projet de monter des panneaux photovoltaïques, n'hésitez pas à appeler des conseillers dans chacun de vos cantons pour faire ces projets de récupération de chaleur. Vous en ferez probablement un dans votre vie, donc ne le faites pas les yeux fermés, faites-vous accompagner. C'est une installation qui est en place pour 30 ans sans problème. Vos petits-enfants les verront en action. Et puis nous, on se tient à disposition pour répondre à ces demandes sur les cantons respectifs. Oui. Et d'ailleurs, je rappelle que regardez dans les liens et vous savez à qui vous adresser. Je vais vous remercier tous les deux pour cet échange. Merci à toi. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Comme ça nous fait un peu de pub. Et n'hésitez pas également à soutenir Pod Conseil en vous abonnant. Et comme ça, vous ne manquerez aucun épisode à venir. En attendant le prochain épisode, on vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. C'est aussi ça, la magie des podcasts. Salut!